À Masai Mara, la sécheresse a diminué le nombre de points d'eau et réduit leur surface. Pour pourvoir à leurs besoins quotidiens, les éléphants du clan de Temba doivent s'en remettre à l'expérience de leur matriarche, âgée de plus de 50 ans. Elle connaît le secret des lieux où l'eau demeure. Aucune source ne lui est inconnue. Dans la chaleur qui tombe du zénith, tout le clan profite du bain boueux qui protégera la peau et rafraîchira le corps. Mais aucun animal n'y éprouve plus de jouissance que l'éléphanto Araka. Nous avons connu Araka au début de sa vie. Depuis, ses défenses sont percées sous sa lèvre. Plus tard, bien plus tard, elles pourront peser jusqu'à 60 kilos. En cette saison où l'eau est plus rare, chaque bain donne l'occasion d'une véritable fête pour les éléphants. Ils assouvissent leur soif, apaisent les inflammations de leur peau fragile, s'immergent par pur plaisir dans une fraîcheur si douce. Chaque goutte d'eau qui roule sur leur corps est un bienfait. Beaucoup de troupeaux de zèbres sont restés dans la plaine de Masai Mara. Ils strient le paysage de leurs bandes blanches et noires, dont personne ne pourrait de manière catégorique définir le rôle. Camouflage, élément d'identification ou leurre destiné à troubler la vision des prédateurs. Le comportement qui consiste à mordiller la crinière, le cou ou la gorge d'un congénère avec ses incisives s'appelle le grooming, terme technique pour lequel il n'existe guère d'équivalent en français. Il vise à renforcer le lien social par un contact corporel direct. Il peut se pratiquer entre mère et enfant, entre individus de la même génération, et il se situe au centre de toute stratégie amoureuse. À l'occasion, le grooming peut tourner au simulacre d'affrontements hiérarchiques. Parfois, et même entre individus du même sexe, la confrontation peut dégénérer en un combat amoureux ritualisé. Beaucoup de femelles sont enceintes et traînent avec peine leur ventre lourd. À tous les zèbres, qu'ils soient zèbres communs ou, comme ici, zèbres de Grévy, l'eau est indispensable, de même qu'une alimentation constituée de plantes herbacées riches en protéines. Le zèbre de Grévy se reconnaît à ces fines rayures qui se prolongent sous le ventre et sur les jambes jusqu'aux sabots.
Chez les zèbres, la pyramide hiérarchique est très structurée et que le troupeau se mette en marche ou stationne, c'est toujours sous le contrôle d'un étalon. L'étalon est jaloux de ses prérogatives, et la plupart des jeunes mâles lui envient sa position. C'est pourquoi il peut vite se montrer batailleur. Qu'un jeune mâle s'aventure à le provoquer ou qu'une femelle se rebelle, et la bataille commence, dessinant sur le paysage le contre-jour spectaculaire des crinières qui s'entremêlent. Et la bataille dégénère, dans le sens que l'on pouvait prévoir, même si parfois des femelles se prennent à un jeu que la nature a prévu pour les mâles. L'énervement général excite de jeunes étalons devant qui des femelles en chaleur se trémoussent et déploient leurs avantages. Ce sont les prémices d'une parade amoureuse. Les lions arrivés du sud qui ont évincé de son territoire le clan de Wamba-la-Borgne sont venus en force. Les bébés y sont nombreux et contrairement à ceux de Wamba, la nourriture ne leur a pas manqué. Une femelle se fait agresser par un groupe de lionceaux avides qui se pendent en grappe à sa mamelle. Normalement, une certaine hormone permet à la lionne de prendre du plaisir à allaiter, mais dans ces conditions, c'est la douleur qui l'emporte. La lionne, assaillie, se plaint du traitement qui lui est réservé, tandis que d'autres bébés du clan se précipitent. La souffrance devient plus forte. Enfin, devant l'insistance des petits, la lionne se résout à s'allonger pour offrir ses mamelles. Une autre lionne, elle, refuse de se laisser contraindre, mais finit par laisser deux petits l'approcher.
un bébé esselé, attiré par les cris de contentement des autres lionceaux, va se joindre à eux. Malgré leur acharnement, la lionne s'éloigne. Elle croise sur son chemin l'autre lionne qui se lève aussitôt. Une occasion de soulager ses mamelles endolories. D'un mouvement de tête, une des lionnes vérifie que les enfants qui la suivent sont au complet. Le déplacement s'effectue avec discipline, en file indienne. Cette mare offre à Napuna l'occasion de s'ébattre dans la boue, de se prélasser. La boue forme sur son corps un rempart d'humidité contre l'ardeur du soleil. Puis elle va se frotter sur le sol et elle incite son petit à l'imiter. Comme Napuna semble s'éloigner de lui, délaissant les mares de boue pour rejoindre son terrier, son bébé accourt avec frénésie, jouant autour d'elle sans la quitter, galopant toujours à proximité. Dans la plaine où se tiennent les zèbres, une femelle, à présent maman, vient de donner le jour à son enfant. Il se défait doucement de son placenta, ses yeux s'ouvrent avec stupeur à la lumière. Épuisée par l'effort mais paisible, sa mère reprend des forces, tout en le couvant du regard. Déjà avec l'instinct propre au nouveau-né, il essaie de se redresser, de se mettre sur ses pattes, de prendre cette première initiative qui garantira sa survie. La première vision, les premières odeurs qui lui parviennent sont celles de sa mère. Ainsi s'accomplit le processus d'imprégnation au terme duquel se crée entre elle et lui un lien indéfectible.
Le petit teste son équilibre. Il apprend à demeurer droit sur ses pattes encore chancelantes. Essoufflé, le pelage encore mouillé de lambeaux de placenta, il domine ses craintes et ses faiblesses qui rapidement reculent devant sa détermination. La mère surveille les progrès de son petit. Elle n'est pas indifférente. Son champ de vision à 280 degrés, son ouïe et son odorat l'unissent à son petit, dont les mêmes aptitudes naissent et se développent au même instant. Les zèbres ont la capacité d'analyser autour d'eux toutes les odeurs familières, inconnues ou suspectes. Ils disposent en effet, comme les reptiles, d'un groupe de capteurs situés dans la cavité nasale. Cet organe, l'organe de Jacobson, identifie instantanément chaque odeur inhalée. La mère se relève, renifle et lèche l'herbe sur laquelle se sont répandus des fragments de placenta. Le placenta dont elle mange un morceau contient des protéines et des hormones qui lui seront bénéfiques. Taille, vautour femelle de l'espèce Auricou, trouve les restes du placenta que vient brusquement lui disputer un groupe de vautours communs. Et malgré sa force supérieure et sa prééminence sur les autres, Taille ne peut empêcher ces derniers de lui ravir l'essentiel du butin. Un deuxième vautour Auricou les rejoint et rétablit aussitôt la hiérarchie en imposant une prudente distance au vautour commun dont la frénésie retombe. Il lui laisse la place, mais il ne reste déjà plus grand-chose du placenta. Une jeune hyène a elle aussi repéré l'odeur du sang. Elle arrive cependant un peu tard pour que sa présence effraie ou dérange les vautours. Elle est à l'affût. Les relents du placenta et du sang la renseignent sur les événements qui viennent de se produire. La hyène sent la présence d'un petit zèbre à proximité. D'un bref regard, elle l'aperçoit. La mère a compris le danger.
La hyène charge, mais l'étalon s'interpose et l'intimide d'une ruade. La hyène renonce. Pour la première fois de sa vie, grâce à la protection que représente le troupeau, le petit zèbre vient avec sa mère d'échapper à un danger. D'autres périls se présenteront à lui plus tard, auxquels il survivra, peut-être. Sankao le guépard est la victime de parasites qui envahissent son pelage. Après tant d'essais infructueux, Sankao ne sait s'il peut encore chasser comme autrefois, quand son frère Liaram le secondait. Isolé, amoindri, il a perdu toute pugnacité, toute confiance en lui. Il ne cherche même plus à prendre son élan. Pour la première fois depuis longtemps, un bref orage accompagné de pluie annonce que bientôt s'achèvera la saison sèche. Sankao se montre si peu combatif que les phacochères ne le redoutent presque plus. Il lui faudra prendre son destin en main. Il dépendra de lui désormais que le déclin continue ou que l'ardeur revienne. Un groupe de girafes s'est établi à proximité d'un arbre unique et majestueux. Leurs langues, sans jamais se blesser aux épines, détachent une à une les feuilles de l'acacia. Non loin de là, un girafon suit sa mère qui s'éloigne, après la tétée. Rapidement distancé, il s'élance dans son sillage, profitant de cette occasion pour s'exercer à courir. Se profilant sur le ciel, les sentinelles de la savane observent l'horizon. Tout semble calme dans la plaine à moitié désertée. Déjà annoncé par l'averse récente, le temps des pluies et de l'abondance reviendra dans quelques semaines. Dans l'attente de la nouvelle saison des pluies, les girafes savourent la perfection d'un jour que n'entame aucune fêlure. Pas de danger, pas de motif d'angoisse, ni regret ni projet. Un jour vide. Accomplir un à un les ordres de l'instinct, se plier au rite de l'espèce, se laisser porter.
Cette année, quelques groupes de gnous sont restés dans la plaine de Masai Mara, quand leurs congénères migraient vers le sud par centaines de milliers. Une femelle va mettre bas. Que le bébé naisse à Masai Mara où les prédateurs sont affamés, privés de la protection de l'immense horde qui séjourne au Serengeti, rendra ses premiers jours plus périlleux. Le jeune gnou fait dans la vie une entrée paisible et simple. Dans un instant, il prendra connaissance des embûches que le monde lui réserve et dont, malhabile et courageux à la fois, il saura venir à bout. Telle l'entrée sur scène d'un acteur, sa présence attire un public attentif. La mère s'éloigne avec son nouveau-né. Elle veille à le placer toujours du côté qu'elle pense être le moins exposé à un danger éventuel.
Les enfants de Douma, déjà adolescents, ont à présent 6 mois. Leur taille s'est affinée, leur crinière grise s'est clairsemée, et ce qu'il en reste disparaîtra bientôt. Douma a su préserver la vie de ses petits. Normalement, un jeune guépard sur 3 seulement parviendra à l'âge adulte, mais la plupart des décès se produisent dès les premiers mois de la vie. Ils ne seront adultes que dans 1 an et demi. D'ici là, le jeu est encore nécessaire à leur équilibre et à leur progression vers la maturité. Dans un paysage de savane, chaque arbre joue un rôle essentiel. Il sert de point de repère dans la plaine. On escalade son tronc, on recherche son ombre, de sa branche on se jette sur une proie. À sa base, on dépose ses marques territoriales. On gratte sa peau sur son écorce. Mais surtout, il constitue le terrain de jeu favori des jeunes félins. Les dangers que l'on court sur les branches sont de ceux qui forment la vigueur et l'intelligence. L'avantage du jeu est que ces périls-là, contrairement à ceux qui surgiront plus tard, on les vaincra sans risque. Douma est toujours là, protectrice et tendre, à veiller si le jeu ne prend pas une tournure fâcheuse. L'un des enfants de Douma s'est fait mordre à la patte par un serpent. À force de se gratter, il s'est arraché les poils et la peau. À cet âge, les instincts de la chasse sont déjà à l'œuvre dans le jeu. Et un jeune guépard qui poursuit son frère emploie les gestes qui plus tard tueront les proies. Les enfants de Douma savent déjà, comme tous les animaux de la savane, qu'à chaque gorgée d'eau, ils mettent leur vie en danger. Ils ont appris à rester vigilants et à s'alerter même quand le danger est factice. Douma, qui jusqu'alors veillait, se joint à ses enfants qui prennent son relais. Surgit un autotion, petit animal de la famille du renard, doté d'oreilles immenses qui accroissent de manière spectaculaire ses capacités auditives. L'un des enfants de Douma trouve là une occasion inespérée de tester ses aptitudes à la chasse. Il s'élance. L'autotion, rattrapé par le guépard, et plus petit que lui, fait pourtant face avec courage. Quelques cris perçants lui suffiront à mettre en déroute son adversaire inexpérimenté. Douma bat le rappel. Un seul cri suffit pour cela, que ses enfants connaissent si bien.
Bien qu'ils aient déjà pris goût au sang, les jeunes guépards ne seront complètement sevrés que dans quelques mois. Ils seront alors capables de chasser et de tuer. Mais pour l'instant, rien ne presse quand, dans la tiédeur du crépuscule qui vient, une mère est là qui offre sa mamelle. Les enfants de Douma ont déjà fait preuve de courage. Ils savent ce que sont la faim et la soif. Mais il leur reste encore à découvrir la peur et la colère, le désir et la solitude, la douleur. Ils en auront le temps si la savane les laisse vivre. On ne peut nulle part ailleurs que sur cette terre africaine aussi bien contempler la beauté de la planète ou mieux éprouver sa grandeur. Des troupeaux qui s'enfuient dans un nuage de poussière, des animaux qui glissent sur l'immensité, tout nous rappelle ici que la vie dépend de la terre et la terre de la vie. Le gnou, le rhinocéros, le lion et le guépard. Depuis que leur espèce est née, tous ces animaux se sont crus chez eux sur cette vaste plaine. Puis les hommes sont arrivés avec leurs escadrons de braconniers, touristes et entrepreneurs. Alors, peu à peu, les animaux que la présence de ces étrangers à leur race asphyxie modifient leur comportement. Leurs mœurs se dénaturent. Leurs instincts sont pris en défaut. Incapables de réagir à cette coexistence à quoi rien ne les a préparés, lions, léopards ou guépards abdiquent. Ils s'éloignent de leur territoire envahi, s'étiolent et parfois se laissent mourir. Pourtant, vue du sol ou du ciel, l'Afrique sauvage reste grande et belle. Henry Stanley, David Livingstone, Pierre Savorgnan de Brazza, Karen Blixen, Louis, Marie et Richard Leakey. Beaucoup ont cru y sentir passer sur leur nuque le souffle même de l'éternité. Peut-être avaient-ils tort. Kenny, bébé impala, naquit au mois d'avril, quand commençait la saison des pluies. Il fut chassé et tué en août par 4 guépards qui traversaient la plaine. Son espèce n'est pas menacée, mais en Afrique, d'autres antilopes comme le koudou ou le sitatunga sont en voie de disparition. Willy, l'éléphanteau, vit le jour en septembre. Willy est actuellement âgé de 2 ans. Son peuple a été décimé. Il ne reste en Afrique qu'entre 600 et 700 000 éléphants. Ils étaient 1 200 000 en 1972. Cependant, certains pays où ils ont pu demeurer nombreux envisagent d'autoriser de nouveau la chasse à l'éléphant. Taille. Vautour orikou s'est trouvée présente à chaque fois que la mort des autres la réclamait. Les vautours, qu'ils soient communs, orikou, percnoptères, ne sont pas menacés. Mama Kingua, la hyène, et son bébé Kali furent aussi de toutes les fêtes où l'on dévore des charognes. La hyène reste le prédateur le plus répandu du continent
bien que ses effectifs marquent une légère régression. Son cousin, le Protel, accusé de dévorer les animaux de basse-cour, a été largement décimé. En mai apparut une Gaïa, la girafe à la peau ulcérée de plaies. Une nuée d'oiseaux pique-bœufs nettoyait ses blessures et dévorait ses parasites. Hélas, des tumeurs aggravèrent bientôt la maladie et une Gaïa se laissa mourir. Seules les girafes de Rothschild, qui ne vivent pas à Masai Mara, sont en voie d'extinction. 120 d'entre elles vivent encore au Kenya. Tinga, le damalisque, ne naquit alors que la faim accablait les carnivores que pour se faire tuer presque aussitôt par Wamba, la lionne borgne. Simba, la lionne déjà blessée en avril, mourut en juin des suites de sa fracture. Les bébés à qui elle a donné le jour furent adoptés par ses deux sœurs, Kigori et Wamba. Le nombre de lions a fortement baissé en Afrique. On estime leur population à 200 000 individus regroupés en 13 000 clans. On les trouve encore nombreux dans les plaines de Masai Mara et de Serengeti. Marie, le rhinocéros noir, chassa sa fille Ronco pour pouvoir donner naissance à Pussy. Plus tard, en septembre, elle rencontra Karanja, qui fut le père de son bébé suivant. En 1970, on dénombrait 65 000 rhinocéros noirs en Afrique. 20 ans plus tard, il en restait moins de 4 000. Les rhinocéros blancs, que l'on ne trouve plus au Masai Mara, ont connu un sort comparable. Douma fut capturée par les guépards de Talek qui la gardèrent prisonnière jusqu'à ce qu'elle fût sexuellement réceptive. En octobre, elle mit au monde 4 bébés. Aujourd'hui, Douma est toujours vivante et ses enfants ont pris leur indépendance. Djumbe le Gnou, qui marcha en tête de son clan lors de la Grande Migration, vit naître en février à Serengeti l'un de ses nombreux enfants. Aujourd'hui, il a encore dirigé son groupe pour 2 nouvelles migrations. Mais désormais, un autre, plus jeune, plus fort et plus déterminé, a pris sa place. Wamba la borgne, qui avait élevé ses enfants et ceux de sa sœur morte, Simba, était la plus valeureuse chasseresse de toutes les lionnes de la plaine. À l'époque de la sécheresse, la faim fit mourir ses lionceaux. Son territoire fut envahi par un clan de lions venus du sud. Affaiblie, découragée, elle se retira en quête d'un groupe où se faire admettre. Aujourd'hui, Wamba a trouvé la famille qu'elle cherchait et vit désormais dans la plaine de Serengeti, en Tanzanie. Yaram et Sankao étaient frères. Ils étaient sauvages et purs et formaient à la chasse un duo inégalable. Perdu sur le territoire des lions et blessé par eux, Yaram mourut après avoir passé 2 jours
à rechercher Sankao, qu'il ne retrouva qu'au moment de son agonie. Parvenu au bout de son destin, Liaram ferma simplement les yeux. Pour lui, il n'y avait plus d'Afrique. Sankao vécut et redevint ce qu'il avait été au temps de Liaram, un seigneur. On peut encore le voir dans la plaine à l'affût d'une gazelle quand tombe le soir. Parfois, on croirait distinguer près de lui son frère disparu, mais l'illusion s'efface. C'était un autre temps. C'était une autre Afrique.